Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. C'est parti pour une nouvelle émission d'Info Hebdo. Aujourd'hui, je suis entourée de 3 journalistes de Média Ténois, par ordre alphabétique, Denis Laure, Cristiano Pereira et Élodie Roy. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Alors, au programme de notre épisode d'Info Hebdo, on va parler cinéma avec la tragique fermeture du cinéma de Yellowknife, énergie avec le futur agrandissement de la centrale Talston et agenda avec des propositions pour remplir vos envies culturelles. On commence avec toi, Cristiano. La semaine dernière, on a appris avec surprise la fin d'un lieu emblématique de la culture à Yellowknife, le cinéma Capitole, seul cinéma de la capitale, qui va définitivement fermer ses portes le 31 mars prochain. Alors faisons le point. Que s'est-il passé exactement ? Oui, tout à fait. Ça a été annoncé qu'ils vont fermer les portes le 31 mars après 75 ans d'activité. Donc, l'annonce a été faite par communiqué au début du mois, début février, et selon la direction, la poursuite des activités est devenue intenable à cause des pertes financières accumulées depuis plusieurs années. Il parle un peu que les pertes financières ont été aggravées par la pandémie, aussi par la grève des scénaristes à Hollywood et par l'évacuation de la ville en 2023 à cause des feux de forêt. Mais à cela s'ajoute un élément déterminant. Le bail de la salle, le bail du cinéma, qui est situé dans l'immeuble Précambrien, le bail n'a été pas renouvelé par le propriétaire. Et alors, donc tu dis que le cinéma n'a pas finalement réussi à se relever après la pandémie. Exactement. Bon, d'après son directeur général, Chris Wood, qui a parlé avec nous, donc le capital, le cinéma fonctionnait déjà à perte depuis 6 ans. Il explique que la pandémie a marqué un point de rupture dont le cinéma ne s'est jamais vraiment remis. Donc, les fermetures prolongées ont vidé un peu les réserves financières, non, et entre-temps, les habitudes du public ont un peu changé aussi. Donc, c'est un peu, je pense qu'on le sait tous, non, le recours massif aux plateformes de diffusion en continu. Donc, tout ce que, soyons honnêtes, non, on fait tout à la maison, le Netflix, l'Amazon Prime, le YouTube, et voilà. Bien sûr. Et donc, tout ça a réduit la fréquentation des salles, et voilà. Et l'offre de nouveaux films s'est aussi ralentie. Donc, il m'a expliqué qu'il avait des projets de rénovation envisagés pour moderniser la salle. Oui, la salle avait besoin d'être modernisée. Même si, à mon avis, j'aimais bien le côté rétro de la salle. Les moquettes au mur. On entre dans la salle, on se sent dans les années 70, un truc comme ça. C'était 80, oui. Ouais, c'est la meilleure partie du cinéma. Voilà, mais il avait des plans de rénovation, mais voilà, ça n'a pas trop marché. Et donc, c'est ça, ce n'est pas... C'est toujours une question d'économie. Mais ouais, bon, moi j'insiste quand même, la fermeture d'un cinéma, c'est pas rien pour une ville, c'est quand même... C'est un lieu important dans une ville, mais alors, pour Yellowknife, qu'est-ce que ça représente, cette fermeture ? Exactement, tu as très bien dit, c'est important, parce qu'au-delà de l'aspect économique, on peut dire que c'est une perte collective importante. Le capital était, en gros, on le sait, était un lieu de rassemblement, mais pas juste ça, il était aussi un employeur majeur pour les jeunes. Chris Wood, le directeur, il m'a dit que jusqu'à une vingtaine d'adolescents ils travaillent là régulièrement.
Donc, ils s'inquiètent aussi pour de l'impact sur la qualité de la vie et même l'attractivité de la ville, notamment pour les familles et les personnes qui envisagent de s'installer à Yellowknife. Donc, il y a des familles qui peuvent se demander, avoir des offres d'emploi ici et commencent à chercher comment est Yellowknife. Et au moment où il voit, il n'a même pas un cinéma pour qu'on amène nos enfants, c'est quand même quelque chose. Mm-hmm. Et voilà, il dit que les gens vont ressentir cette fermeture comme une véritable perte parce que c'est un espace familier qui faisait part du quotidien de plusieurs générations. Oui, et puis je pense qu'on peut affirmer que ça dépasse la simple disparition d'un cinéma. Exactement, parce que ce n'est pas qu'un commerce. C'est exactement ce qu'on disait, un lieu de rassemblement. Donc, on peut réfléchir, dire que la fermeture agit aussi un peu comme si un révélateur des changements beaucoup plus larges. Ouais. Donc, les habitudes de consommation culturelle qui ont changé, qui changent avec le temps. Et voilà, la place qui occupe encore l'espace commun. Et plus largement la manière dont on fait la communauté ici dans le Nord. Et voilà, pendant que j'étais à travailler sur ce sujet les derniers jours, plusieurs intervenants le disent, que perdre le seul cinéma de Yellowknife, c'est perdre un espace partagé, un lieu où l'on vivait une expérience collective. Et pas seulement une salle où on s'assoit dans une chaise pour regarder un film. Oui, on échange, on débat après un film, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et alors, côté élu de la ville, du gouvernement, quelle est leur réaction face à cette annonce ? Oui, alors j'ai fait plusieurs contacts et j'ai quand même trouvé les réactions un peu contrastées, je peux le dire. Le maire de Yellowknife, par exemple, il reconnaît que la perte d'un lieu de rassemblement est une perte pour la ville. Ouais. Mais je l'ai senti très prudent parce que il a tenu une distance. Ouais. Voilà, il a rappelé que le cinéma relève d'un secteur privé, voilà, et que maintenant c'est à la communauté ou à des acteurs locaux de trouver des solutions. En revanche, une majorité des conseillers municipaux est restée silencieuse. Ça, j'ai trouvé quand même étonnant parce que, voilà, on a 8 conseillers municipaux ici à Yellowknife. Je les ai contactés à plusieurs reprises tous. Il y a juste 2 qui m'ont répondu. Donc ça veut dire qu'il y a 6 qui trouvent que c'est peut-être que c'est normal. Donc il n'y a pas de réaction, pas de mot à dire. Voilà, c'est un sujet qui ne mérite pas d'être discuté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ou alors ils sont très occupés. Et voilà, ce contraste a frappé plusieurs observateurs. Ça donne l'impression que la disparition d'un équipement culturel majeur n'a pas suscité le même niveau d'attention chez tous les responsables municipaux. Donc juste avoir une reprise municipale du cinéma, là, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ah non. Pour l'instant, voilà, c'est pas ça que j'ai compris. Rien. Et côté communautaire, comment on analyse cette situation ? Oui, je voulais justement parler de ça parce que j'étais ici il y a 1 minute à critiquer un peu le silence des conseillers municipaux, mais il y a au moins un qui a eu une réaction, une intervention que je trouve vachement bien. C'était Tom McLennan. Les réponses qu'il m'a données en étaient particulièrement marquantes, je peux le dire. Donc, il voit cette fermeture comme les résultats des choix collectifs faits sur le long terme. Donc, en gros, ça, c'est un peu notre faute. Ouais, ça nous amène à la question qu'on parlait avant. C'est les changements de la manière comment on consomme les habitudes. Ouais. Donc, on préfère rester chez nous, assis dans le canapé, à regarder Netflix,
au lieu de sortir pour voir un film dans une salle. Donc voilà, c'est ça qu'il a dit. On consomme de plus en plus de la culture à la maison parce que c'est facile, parce que c'est pratique et parce que c'est peu coûteux aussi. Mais ces choix, si répétés jour après jour après jour après jour, ce sont des choix qui finissent par fragiliser les lieux communautaires. Donc, il a insisté un peu sur le fait que ces effets ne sont pas visibles immédiatement. C'est un peu comme les changements climatiques, oui, mais qui érode lentement le tissu social. C'est un processus un peu lent. Et voilà, pour lui, la fermeture du cinéma doit servir de rappel que les communautés se construisent et se maintiennent par des décisions individuelles prises chaque jour. Merci Cristiano. Merci triste nouvelle quand même. Donc 31 mars, dernier jour. Donc faut foncer dans les salles. Hein. Oui, il faut dire que j'ai un peu la sensation qu'il y a une solution qui n'est pas encore été envisagée ou mise sur la table. Oui, mise sur la table, annoncée, c'est du business. Je suis convaincu que qu'on aura du cinéma après le Capitole, qu'on continuera à avoir du cinéma. Comment, je ne sais pas en quel modèle. Oui, peut-être qu'il va y avoir une mobilisation populaire ou associative, peut-être. Exactement. Ok, donc tu nous donnes de l'espoir. Oui. C'est ça ce que tu essayes de faire. Merci Cristiano. Merci. Alors, sans transition, Denis, tu nous parles énergie cette semaine. L'agrandissement de la centrale électrique Talston et son réseautage par câble sous-marin avec SNER a fait l'objet d'une présentation au comité permanent de développement économique et d'environnement. Dans les grandes lignes, c'est quoi le projet? C'est un projet qui existe depuis au moins 2009. J'ai pas fait vraiment beaucoup de recherches, mais j'ai vu la documentation qui existe depuis cette époque-là. Donc, ça fait pas mal d'années. La centrale actuelle, pour situer peut-être les gens qui sont nouveaux au TNO, est située sur le bord de la rivière Talston, au sud du Grand Lac des Esclaves. Donc, elle a actuellement 22 mégawatts. Le projet, c'est d'en ajouter 60 et puis de la relier à la centrale SNER, qui est au nord-ouest de Yellowknife, en passant par Jackfish. Il y a eu plusieurs projets au fil des années. Finalement, les instigateurs du projet ont retenu celui du câble sous-marin qui passerait dans le Grand Lac des Esclaves à l'est de Fort Resolution. Donc, connecter les deux centrales, ajouter des mégawatts. Le projet, c'est de diminuer l'usage du diesel, les pannes de courant aussi peut-être. Théoriquement, ça fournirait 11 communautés et le surplus d'électricité pourrait être utilisé pour de nouvelles mines, par exemple dans la province de l'Esclave, parallèlement avec le développement du corridor de sécurité de l'Arctique. Côté mine, Mme Oisonnec, lors de la présentation, elle a mentionné qu'il y avait des pourparlers avec les propriétaires de Pine Point qui doivent éventuellement réactiver la mine près de Hay River. Donc, éventuellement, il pourra y avoir une ligne de transmission entre la centrale de Talston et la mine. Les partenaires du projet dans les grandes lignes actuellement, c'est les Premières Nations Acaïcho, les Métis du Salt Slave et la Première Nation de Salt River. L'agenda du gouvernement, c'est de commencer la construction en 2029 pour que l'agrandissement et la liaison inter-réseau soient opérationnels en 2033-2034. Lors de la présentation, les députés ont longuement questionné la ministre de l'Infrastructure stratégique, de l'énergie et des chaînes d'approvisionnement, Caroline Vazonec, comme tu nous en parlais, et ses partenaires sur la faisabilité économique du projet. Oui, il n'y a pas d'estimation des coûts qui a été rendue publique. Donc, c'est sûr que ça laisse perplexe les députés comme Julianne Morse et Shona Morgan qui doivent évaluer le projet, éventuellement faire des recommandations. Andrew Stewart, qui est le directeur des initiatives stratégiques énergétiques du gouvernement, il a expliqué que mettre des chiffres sur la table, ça pourrait fausser l'appel d'offres
Donc, ils attendent le bon moment pour révéler leur budget. Il a quand même concédé que c'est quelque chose qui va se chiffrer en plusieurs milliards de dollars. Là, le GTNO, il y a eu l'argent pour faire beaucoup d'études de toutes sortes, mais ils n'ont pas l'argent pour agrandir la centrale et pour installer le câble qui aurait environ 320 km. M. Stewart a dit que pour que le fédéral s'engage à financer Charleston, il faudrait que le gouvernement prouve qu'il y a un marché pour l'électricité supplémentaire qui va être produite et que ça va prendre des engagements de clients industriels, par exemple des mines. J'ai trouvé que Mme Moisonnec l'avait peut-être un peu contredit sur ça. Elle a dit que plus qu'il y avait de clients industriels, mieux c'était, mais que c'était possible sans ça. Plus difficile, mais pas impossible. Le gouvernement et ses partenaires collaborent avec la Banque d'infrastructure du Canada, le Bureau des grands projets pour essayer de faire un montage financier, aller cogner aux bonnes portes, par exemple, les subventions qui sont disponibles pour les Autochtones, qui vont avoir une grande place dans ce projet-là. D'après ce que j'ai compris, c'est pas pensé comme un projet pour lequel les TNO s'engageraient pour plusieurs générations. Enfin, j'espère qu'ils vont respecter cet aspect-là. C'est une crainte qui a quand même été soulevée par les députés qui sont membres du comité. Et alors justement, la prise en considération des répercussions du projet sur les peuples autochtones est un élément clé du partenariat. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cet aspect? Oui, la centrale initiale, je ne sais pas quand elle a été construite, mais apparemment, ça a été fait sans trop de consultation. Les dommages qui ont été faits n'ont pas été précisés lors de la présentation au comité, mais on peut penser à une perte d'usage traditionnel du territoire, du territoire traditionnel, pardon. Puis je suis pas sûr qu'il y ait eu des redevances pour Akaitcho, pour les Métis. Donc, il y a eu un engagement pour que les répercussions de la première centrale et celles des infrastructures à venir soient prises en considération. C'est dans le protocole d'entente avec les Dénés et les Métis, puis ils vont consulter chacune des parties prenantes des Métis et des Dénés, comme les Yellowknife Dénés, Lutselki, etc. Ils vont les consulter pour savoir leurs besoins, leur utilisation du territoire spécifique. Pendant le représentant de la nation métisse qui était là, Jake Heron, qui fait partie du groupe de travail sur Charleston, il a dit que la première centrale a eu des répercussions dramatiques pour certaines personnes. Lui, il veut que Charleston soit pour les Autochtones du sud du Grand Lac des Esclaves, ce que les mines de diamants ont été pour les Tlichons, donc que ça génère des revenus substantiels puis que ça les aide à construire un bon futur. Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces explications. Et comme je le répète chaque semaine, on peut évidemment retrouver tous tes sujets agrémentés d'interviews dans ton émission Territoire d'info, à retrouver sur notre site internet mediatenois.ca et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup. On termine cette émission avec une page agenda avec toi, Élodie. Alors, que peux-tu nous conseiller pour remplir notre emploi du temps dans les jours à venir ? Oui, alors cette semaine, il y a plusieurs événements qui seront animés, surtout dans la ville de Yellowknife. D'abord, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le groupe Ragged Ass Swing présente un concert spécial de Saint-Valentin au Château Nova. La soirée comprendra 3 sets de musique, un cours d'initiation de Lindy Hop, comme d'habitude, et des questions incluses, ainsi qu'un bar sur place. Alors, pour seulement les 19 ans et plus, je le mentionne tout de suite. Le 15 février, on a l'Aventure des Petits Doigts, une matinée de contes en français destinée aux enfants jusqu'à 6 ans. L'activité est gratuite, sans inscription, et se déroulera au Collector Soul Space. Ensuite, dernier événement présenté sur l'agenda écrit. Le 17, l'auteur-compositeur-interprète Fred Fortin sera en concert au Top Night, situé au deuxième étage du Black Knight Pub. Et en plus de ces événements, d'autres activités seront aussi prévues. Le spectacle d'altération au Centre culturel des arts nordiques, ou NAC, et Blush, un micro ouvert au Underground, tous deux le 14 février. Un bingo drag est aussi prévu le 25, sans oublier le grand nombre d'ateliers populaires organisés par le Makerspace
et la Yellowknife Guild of Arts and Crafts. Qui fête ses 80 ans. Exactement, j'allais dire la même chose. Qui fête ses 80 ans, quand même, nothing to sneeze at, comme on dirait. Et comme Cristiano a expliqué, il faut profiter du cinéma avant qu'il ferme. Alors, les films qui se passent en ce moment sont 28 Years Later, The Bone Temple, Send Help et Iron Lungs, qui sont surtout des films pour adultes, mais... Qui font un peu peur, hein. Oui, assez violents. Mais c'est intéressant. Et alors, tu as parlé très rapidement de Fred Fortin, donc qui sera en concert donc au Black Knight. Donc c'est un artiste québécois, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, exactement. Fred Fortin est un auteur, compositeur, interprète originaire du lac Saint-Jean au Québec, alors un artiste québécois. Il a commencé à écrire au début des années 90 et a lancé son premier album officiel en 1996. Depuis, il s'est bâti une solide réputation sur la scène francophone. J'ai vu en ligne qu'on le considère presque comme un mythe vivant, quand même. Mythe vivant, c'est ça, je cite. Mais quand même assez énorme. Puis depuis, il s'est bâti une sorte de réputation sur la scène francophone. Et j'ai même pu conduire une interview avec lui le 12 de février, donc aujourd'hui. Et il m'a expliqué qu'il est déjà allé à Iqaluit, mais jamais au TNO Yellowknife. Alors, il a vraiment hâte de venir le 17 de février. Très bien, c'est noté, à noter dans les agendas. Si vous êtes à Yellowknife de passage, donc au Black Knight, à partir de 19h, c'est ça? C'est ça? Oui. Très bien, et voilà, c'est noté. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde! Bonne semaine! Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.